Un célèbre polyglotte se moqua de la fille d'une femme de chambre, la mettant au défi de traduire une langue oubliée. Sans le savoir, la fillette timide portait en elle la clé d'un secret qu'aucun savant n'avait su percer. Dans la salle de bal du grand hôtel d'Athéon à Paris, remplie des esprits les plus brillants du monde, une langue disparue demeurait enfermée derrière des symboles que nul ne parvenait à lire. Les érudits débattaient, sûrs de leur génie, jusqu'à ce qu'un homme ricane. Peut-être que la fille de la servante voudrait essayer. Ce qui suivit brisa des réputations et réécrivit l'histoire. Car la jeune fille qui servait le thé n'écoutait pas seulement, elle comprenait. Chaque mot gravé sur cette tablette ancienne était un murmure venu du passé de sa famille, un secret que son grand-père avait gardé dans le silence. Et ce qui avait commencé comme une humiliation destinée à une enfant devint une révélation qui humilia le linguiste le plus célèbre du monde. Voici l'histoire de la manière dont le code d'un soldat oublié et le courage d'une petite fille redonnèrent voix aux héros les plus silencieux de l'histoire. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. Nous aimons voir jusqu'où voyagent ces récits. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la vidéo spéciale de demain. Reprenons. Une langue oubliée détenait la clé, mais les plus grands esprits du monde étaient aveugles à sa beauté. Seuls les fils qui servèrent le thé, dans l'ombre du salon, en connaissaient les secrets. Un héritage d'un héros que tous avaient effacé de leur mémoire. La salle de bal du grand hôtel d'Athéon, à 2 pas du boulevard Saint-Germain, était une mer de vestons de tweed et de parfums coûteux. Elle bourdonnait du murmure assuré d'intellectuels réunis pour le Symposium international de linguistique comparée. Des voix venues d'une douzaine de pays se mêlaient en un bourdonnement savant, débattant de grammaires anciennes et de mutations phonétiques obscures. Âgée de 12 ans, Clara Meunier glissait dans ce monde comme un fantôme, une petite ombre vêtue d'une robe noire simple et d'un tablier blanc impeccablement amidonné. Sa tâche était claire, suivre sa mère, Hélène Meunier, un plateau de porcelaine fine à la main, et veiller à ce qu'aucun éminent universitaire ne manque de rafraîchissement. Depuis 6 heures, elle accomplissait ce devoir avec une efficacité silencieuse qui la rendait presque invisible. C'était exactement ce que sa mère lui avait ordonné. Garde la tête baissée, ma chérie. Ne parle que si l'on te parle. Nous sommes ici pour servir, pas pour être vus. Clara comprenait. Dans cette salle, elle et sa mère faisaient partie du décor, utile mais muette. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher d'écouter. Son esprit, véritable éponge à mots, absorbait les fragments de conversation qui flottaient autour d'elle. Des débats sur les racines proto-indo-européennes, des disputes sur la syntaxe araméenne, des rires à des plaisanteries en mandarin fluide. Pour elle, c'était une symphonie. Chaque langue, un instrument jouant une mélodie complexe et magnifique. Clara avançait prudemment, équilibrant son plateau lorsqu'elle passa près d'un groupe de professeurs rassemblés devant un grand écran de projection. Le discours d'ouverture devait commencer dans moins d'1 heure, et une tension nerveuse avait remplacé le calme studieux du début. Au centre du groupe se tenait le docteur Alain Fenchard, un homme dont la réputation égalait l'ampleur de l'ego. Grand, imposant, une chevelure d'argent impeccable et une voix capable de captiver, même à mi-ton. Il était la vedette du symposium, un polyglotte célébré qui se vantait de parler plus de 30 langues. Il agitait la main avec impatience vers l'image projetée sur l'écran. Une photographie d'une tablette de pierre usée, couverte de symboles anguleux étranges. C'est tout simplement déroutant, admit un jeune académicien, le docteur Marc Torel, en remontant ses lunettes. La morphologie ne correspond à aucune famille linguistique connue. Les symboles ont des éléments pictographiques, mais ils ne coïncident avec aucun système répertorié. Finchard eut un petit rire condescendant. « Allons, Marc, toute langue a une racine.
Tu ne creuses pas assez profond. Il s'agit clairement d'une variante d'un isolat préambrien, probablement originaire des montagnes du Zagreb. La difficulté n'est pas de l'identifier, mais d'en déchiffrer la grammaire singulière. Il parlait avec une assurance définitive, comme si son hypothèse était déjà un fait établi. Clara s'immobilisa un instant, le regard fixé sur l'écran. Les symboles ne lui étaient pas étrangers. Ils lui semblaient aussi familiers que les lettres de ses vieux livres d'histoire. Son cœur fit un petit bond d'excitation. Les lignes et les points lui semblaient être de vieux amis. Elle pouvait presque entendre les mots qu'ils formaient, un murmure mélodieux au fond de sa mémoire. C'était la langue des contes de son grand-père, ces mots secrets qu'il lui murmurait sur le balcon, les soirs d'été tranquilles. « Clara, que fais-tu » La voix inquiète d'Hélène siffla derrière elle. La mère accourut, le visage crispé d'anxiété. « Tu fixes l'écran. Retourne à la cuisine. Vite, la prochaine fournée de petits fours va sortir du four. » « Mais, maman, » chuchota Clara, les yeux toujours rivés à l'image. « Je connais ces mots. » La main d'Hélène se posa sur l'épaule de sa fille, douce mais ferme. « Chut maintenant, ce monde n'est pas le nôtre. Tu t'imagines des choses. » Elle la guida loin du groupe de professeurs, le visage partagé entre la peur et l'amour sévère. Pour elle, l'imagination d'un enfant était un luxe dangereux dans un lieu pareil, une étincelle capable d'attirer l'attention indésirable. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. Tandis qu'elle s'éloignait vers les portes battantes de la cuisine de l'hôtel, la voix tonitruante du docteur Finchard les suivit. La clé de la traduction semble être cette séquence-ci, annonça-t-il en pointant un faisceau laser vers une ligne du texte. Une fois que nous l'aurons déchiffré, le reste de la tablette s'ouvrira comme un livre. J'espère présenter une traduction préliminaire ce soir, lors de mon allocution. Ce sera, si je puis dire, révolutionnaire. Ses collègues murmurèrent leur admiration. Clara, pourtant, sentit un petit nœud d'inquiétude se former dans son ventre. Elle savait ce que signifiait cette ligne, et elle savait surtout que le célèbre docteur Alain Finchard, malgré sa gloire et son intelligence, avait tout faux. De retour dans la chaleur étouffante de la cuisine, entourée du fracas des casseroles et du parfum du pain qui cuisait, Hélène vérifia le tablier de sa fille, le lissant d'une main tremblante. « Tu ne dois plus jamais faire ça, Clara. Tu comprends? Rêvasser, c'est pour la maison. Ici, il faut être attentive, invisible. »« Je ne rêvais pas, maman, » protesta doucement Clara, ses yeux bleus remplis de sincérité. Papy Simon dessinait ces symboles pour moi. Il me racontait des histoires dans cette langue. Il l'appelait la langue des montagnes muettes. Hélène soupira, les épaules s'affaissant sous une fatigue qui dépassait de loin les longues heures de travail. Son père, le capitaine Simon Morel, avait été un héros décoré de la guerre, mais il était revenu transformé. Silencieux, hanté par des souvenirs qu'il ne partageait jamais, il s'était souvent réfugié dans un monde intérieur, un monde où existait cette langue étrange qu'il avait transmise à sa petite fille. Hélène avait toujours pris cela pour une lubie inoffensive, un jeu entre un vieux soldat et une enfant. Jamais elle n'aurait cru que cela puisse être réel. Ton grand-père était un homme merveilleux, Clara, mais ces histoires n'étaient que des histoires. Maintenant, prends ce plateau de sandwich et porte-le dans la grande salle, et cette fois sans t'arrêter. Clara acquiesça docilement, ses cheveux blonds captant la lumière crue des néons. Elle saisit le lourd plateau d'argent, ses petits bras tendus sous le poids, et poussa les portes pour retourner dans la salle de bal. Une profonde contradiction la traversait. L'avertissement de sa mère résonnait encore dans son esprit, un appel à la prudence et à l'invisibilité. Mais la voix de son grand-père murmurait aussi
douce et persistante, lui rappelant que les mots avaient un pouvoir et que la vérité méritait d'être dite, quelle que soit la petitesse de celle qui la porte. L'atmosphère dans la salle s'était chargée d'une tension nouvelle. L'heure du discours principal approchait et l'assurance du docteur Finchard semblait vaciller. Debout près de l'écran, le visage rouge, il discutait à voix basse mais nerveuse avec le docteur Marc Torrel et une femme élégante d'un certain âge que Clara reconnut, la professeure Éléonore Vance, linguiste historique réputée. « La syntaxe est impossible », s'exclama Finchard en se passant une main dans ses cheveux d'argent, dérangeant quelques mèches. Si ce verbe est intransitif, alors toute la phrase s'effondre. Cela ne peut pas vouloir dire ce qu'il semble dire. Peut-être que nos hypothèses sur la racine sont erronées. Alain, intervint calmement la professeure Vance, sa voix douce et posée. Son visage exprimait la bienveillance et la réflexion, marqué par ces fines rides que laissent des sourires sincères. Peut-être que ce n'est pas un isolat d'usagresse. Les symboles rappellent étrangement certains systèmes non classifiés, retrouvés dans les archives militaires après la guerre, notamment celles de la campagne alpine. Finchard haussa les épaules avec mépris. « Éléonore, je t'en prie, tes dossiers militaires, ce texte est ancien, pas un jargon de champ de bataille. Nous parlons ici de l'aube du langage, pas de l'écho de quelque escarmouche oubliée. » Clara s'approcha, oubliant complètement sa tâche. Elle posa le plateau de sandwich sur une table vide, ses mains agissant mécaniquement. Ses yeux se fixèrent sur la ligne que les savants peinaient à comprendre. Calen Torrevanel Normat. Elle prononça les mots en silence. La traduction lui vint immédiatement. Là où dort la rivière, la montagne rêve. Ce n'était pas la description d'un lieu, mais une pensée poétique, une vérité profonde. Finchard cherchait une carte, il cherchait des noms et des verbes concrets, alors que cette langue vivait de métaphores. Son grand-père le lui avait expliqué autrefois. On ne dit pas simplement que le soleil se couche, ma petite. On dit que l'étoile du jour s'incline devant la reine de la nuit. Il faut sentir l'image, pas seulement lire les mots. Pendant ce temps, Marc Torrel, le teint pâle et les mains moites, se tordait les doigts d'inquiétude. Le mécène du symposium, M. Davernois, s'attend à une révélation extraordinaire. La presse est là. Si nous ne parvenons même pas à traduire une seule ligne, je m'en charge, coupa sèchement le docteur Finchard, la voix tendue, son calme se fissurant. Son orgueil professionnel était en jeu. Il avait bâti toute sa carrière sur cette réputation d'homme capable de déchiffrer n'importe quelle langue, le maître de toutes les paroles. Échouer ici, devant tout ce public, était impensable. Il se détourna de ses collègues et fit les 100 pas, nerveux, son regard furieux parcourant la salle à la recherche d'un exutoire à son échec grandissant. C'est alors qu'il la vit, Clara. Elle se tenait à quelques mètres, son plateau abandonné, le visage figé dans une concentration intense, tandis qu'elle fixait l'écran. Finchard ne vit plus une enfant, mais une cible commode pour sa frustration. Un sourire cruel et ironique se dessina sur ses lèvres. Il s'avança vers elle, ses pas claquant sur le parquet, tandis que la salle se figeait dans un silence expectant. Toutes les conversations cessèrent, les érudits se tournant vers la scène. « Eh bien, déclara-t-il d'une voix mielleuse, il semble que nous ayons ici une autre experte parmi nous. » La petite serveuse paraît fascinée. Il s'arrêta devant Clara, dominant sa frêle silhouette. Elle recula instinctivement, le cœur battant comme un oiseau prisonnier dans sa poitrine. « Dis-moi, mon enfant, » reprit-il, en désignant théâtralement l'écran. « Tu fixes cette tablette avec tant d'intensité. As-tu quelque idée à nous offrir? Peut-être as-tu percé le code qui défie les plus grands esprits linguistiques de la planète? » Un murmure gêné parcourut l'assistance.
Clara sentit son visage s'enflammer de honte. Elle chercha sa mère du regard, mais Hélène n'était pas là, sans doute encore en cuisine. Elle était seule. « Laissez cet enfant tranquille, Alain », lança la professeure Éléonore Vance, la voix cinglante de désapprobation. « Ce que vous faites est indigne. »« Au contraire, Éléonore, » répliqua-t-il d'un ton glacé, les yeux brillants d'un plaisir cruel. « Je ne fais qu'explorer toutes les pistes possibles. Dans notre domaine, il faut rester ouvert d'esprit, n'est-ce pas? » Il se pencha légèrement pour la regarder droit dans les yeux, sa voix prenant un ton paternaliste et traînant. « Allons, n'aie pas peur. Dis-nous donc ce que disent ces vieilles pierres. Quel grand mystère cache cette ligne, à ton avis? » Il pointa à nouveau le laser vers la phrase. « Calen torrevanel normat ». Clara déglutit avec peine. La peur et la honte se mêlaient à un élan farouche de protection envers la langue de son grand-père. Cet homme était en train de la défigurer, de tordre sa beauté pour en faire un charabia sans âme, de profaner les histoires et les secrets qu'elle chérissait. Les mots de Papy Simon lui revinrent, prononcés un soir de tristesse et de souvenirs. Les mots, petit moineau, sont tout ce qu'il nous reste à la fin. Ce sont les seules choses qui durent vraiment. Tu dois les protéger. Clara inspira profondément, la poitrine tremblante. Tous les conseils sur la discrétion et l'invisibilité s'effacèrent. Elle ne regarda pas Finchard, mais les symboles lumineux sur l'écran, et d'une voix à peine plus forte qu'un souffle, mais claire comme une cloche dans le silence absolu, elle parla « Vous le lisez mal ». Un silence total suivit. L'air sembla aspirer hors de la salle de bal. Le sourire de Finchard se figea. Lentement, il se redressa, passant de la moquerie à l'incrédulité pure. « Qu'as-tu dit » balbutia-t-il. Clara trouva une étincelle de courage. Elle leva le menton et planta son regard dans le sien. « J'ai dit que vous le lisez mal », répéta-t-elle, la voix un peu plus ferme. « Ce n'est pas une carte, c'est un poème. » Un murmure d'étonnement parcourut la salle. À l'arrière, Hélène venait d'apparaître dans l'embrasure de la porte de la cuisine, un plateau de pâtisserie tremblant entre ses mains, le visage figé de terreur. Elle avait voulu voir la cause du tumulte et découvrait sa fille au centre du drame, défiant l'homme le plus puissant de la pièce. La professeure Vince fit un pas en avant, le regard rempli d'une curiosité prudente. Elle observa Clara, puis l'écran, puis à nouveau Clara. « Un poème ?» demanda-t-elle doucement, d'un ton d'invitation, non de défi. « Comment le sais-tu, ma chère ?» Avant que Clara ne puisse répondre, Finchard éclata d'un rire incrédule. Il avait repris contenance et dissimulait maintenant sa blessure d'orgueil sous une nouvelle vague de condescendance. « Un poème, bien sûr, quelle absurdité de notre part. Nous faisons venir des géolinguistes, des sémioticiens et des paléographes, alors qu'il suffisait d'une petite fille de 12 ans pour nous offrir une analyse littéraire. Ridicule. » Il se tourna vers le public, les bras ouverts dans une gestuelle théâtrale. « Voyez par vous-même, mesdames et messieurs, nous perdons un temps précieux. L'enfant se trompe. Elle a sans doute entendu parler de poésie plus tôt dans nos échanges. » Mais la professeure Vance, elle, ne détourna pas les yeux de Clara. La professeure Vance vit dans le regard calme de la fillette quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Une certitude tranquille, inébranlable. « Laisse-la parler, Alain, » dit-elle fermement. « Quel genre de poème est-ce, mon enfant ?» Tous les yeux étaient rivés sur Clara. Elle se sentit comme un spécimen sous une loupe. Ses mains tremblaient, alors elle les croisa dans son dos. Elle pensa à son grand-père, à la force de ses mains usées, à la douceur de son regard fatigué. Il avait affronté des soldats ennemis. Elle pouvait bien, elle, affronter une salle de professeurs. C'est un poème sur la manière dont tout est lié, commença-t-elle, sa voix gagnant en assurance à mesure qu'elle prononçait des concepts qu'elle connaissait depuis toujours.
Le premier mot, Calentore, ne veut pas dire rivière, pas exactement. Calin désigne l'esprit de l'eau qui coule, et Toré signifie se reposer, dormir. Cela parle du potentiel, de la puissance du courant lorsque l'eau s'arrête. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Les visages n'étaient en plus moqueurs. Ils étaient fascinés. Le docteur Torel s'était penché en avant, suspendu à ses mots. Même les journalistes, au fond de la salle, avaient levé leur carnet. Et le dernier mot, Normat, poursuivit-elle, ne signifie pas montagne. Nori est l'âme de la pierre, la mémoire ancienne, et mat veut dire rêver dans le sommeil. La montagne n'est donc pas un simple lieu. C'est un être ancien qui garde en lui les souvenirs de la terre. La rivière se repose pour que la montagne puisse rêver à ce qui fut. Elle prit une respiration. La traduction complète s'imposa à son esprit, claire et pure, polie par des années à l'entendre dans la voix douce de son grand-père. Là où dort l'esprit de l'eau, l'âme de la pierre rêve. Un soupir collectif parcourut la salle. La phrase, jusque-là incompréhensible, se transforma soudain en quelque chose de beau et de profond. Elle vibrait d'une poésie archaïque, d'une authenticité indéniable. Le docteur Finchard resta figé, tel une statue. Son visage était livide. Tout son raisonnement savant venait d'être balayé par l'explication simple et lumineuse d'un enfant. Il voyait, impuissant, sa découverte révolutionnaire, son discours d'ouverture et sa réputation s'effondrer sous ses yeux. « C'est impossible », murmura-t-il, mais sa voix manquait de conviction. « Où aurais-tu appris cela? Qui es-tu donc ?» Avant que Clara ne puisse répondre, un homme en costume sur mesure, resté jusque-là à l'écart, s'avança. C'était M. d'Avernois, l'organisateur principal et mécène du symposium. Son visage exprimait un mélange de stupeur et de respect. « Mademoiselle, dit-il d'une voix posée, veuillez venir avec nous, je vous prie. » Il désigna une petite salle de conférence attenante à la scène. La professeure Vince rejoignit Clara et posa une main rassurante sur son épaule. « Tout va bien, murmura-t-elle. Nous voulons simplement comprendre. » Tandis qu'on l'éloignait des regards médusés de la foule, le docteur Finchard resta seul sous la lumière du projecteur, le pointeur laser pendant mollement à sa main. Le grand polyglotte venait d'être réduit au silence par un murmure, et le symposium, qui menaçait de sombrer dans l'ennui académique, s'apprêtait à entrer dans l'histoire. La petite salle de conférence offrait un calme presque sacré après l'agitation électrique de la salle de bal. Une grande table en acajou et des fauteuils de cuir patiné y diffusaient une odeur mêlée de cire et de vieux papier. M. d'Avernois referma la porte, coupant le bourdonnement des conversations surexcitées à l'extérieur. Avec lui était entrée la professeure Vance et un docteur Torel encore sous le choc, dont le scepticisme s'était mué en émerveillement. Quelques instants plus tard, Hélène Meunier fut introduite, le visage pâle, partagé entre la peur et la confusion. Elle se précipita vers sa fille et la serra dans ses bras protecteurs. « Je suis désolée, monsieur, » balbutia-t-elle d'une voix tremblante. « Ce n'est qu'une enfant. Elle a trop d'imagination. Je ne sais pas ce qui lui a pris de parler ainsi. Ne lui en tenez pas rigueur, je vous en supplie. Cela ne se reproduira plus. » Monsieur d'Avernois leva la main pour l'interrompre, son expression n'étant pas sévère, mais profondément sérieuse. « Madame Meunier, c'est bien cela? »« Oui, Hélène Meunier. »« Madame Meunier, soyez rassurée. Votre fille n'est pas en difficulté. Nous ne sommes pas en colère. Nous sommes stupéfaits. » Il tira 2 chaises pour qu'elle s'assoie. Clara prit place, ses pieds ne touchant presque pas le tapis épais. La professeure Vance s'installa en face d'elle, se penchant légèrement en avant, un sourire bienveillant aux lèvres. « Clara, dit-elle d'une voix douce,
Ce que tu as dit tout à l'heure était remarquable. Tu parlais avec une certitude bouleversante. Le docteur Finchard travaille sur cette tablette depuis des mois, avec les meilleurs cryptographes. Aucun d'eux n'a vu ce que tu as vu. Il faut que tu nous dises comment tu connais cette langue. Clara leva les yeux vers sa mère, qui secoua la tête nerveusement, l'enjoignant au silence. Mais la digue avait cédé. Les mots, longtemps retenus, réclamèrent de sortir. « C'est mon grand-père qui me l'a apprise », dit-elle doucement. « Il était capitaine. Le capitaine Simon Morel », dit doucement Clara. À la mention de ce nom, les yeux de la professeure Vance s'écarquillèrent de reconnaissance, tandis que le docteur Thorel, qui faisait les 100 pas près de la fenêtre, s'immobilisa net. « Simon Morel ?» murmura-t-il, la voix emplie de stupeur. « Le Simon Morel? Le fantôme des Alpes ?» Hélène le regarda, déconcertée. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il était capitaine dans l'armée. Il a servi pendant la guerre, mais il n'en parlait presque jamais. » Le regard d'Éléonore Vance se fixa sur Clara. Une compréhension nouvelle et profonde se dessinant sur son visage. Simon Morel est une légende dans certains cercles d'historiens militaires. Il faisait partie d'une unité spéciale de renseignement opérant pendant la campagne des Alpes en 1944. C'était un front brutal, oublié, mais décisif. Son unité avait joué un rôle clé dans plusieurs victoires, puis ses rapports furent classés secret défense après la guerre. On disait qu'ils utilisaient un code indéchiffrable. Elle marqua une pause, regardant tour à tour Clara et la porte close, comme si elle voyait à travers le bois la tablette encore projetée à l'écran. Nous avons toujours supposé qu'il s'agissait d'un système chiffré complexe, peut-être mécanique, comme la machine Enigma. Mais il y avait des rumeurs, des murmures parlant d'autre chose, quelque chose de plus ancien, un dialecte montagnard que seuls quelques villageois connaissaient, une langue sans écriture, sans grammaire formelle, impossible à briser parce que personne, en dehors de cette unité, ne savait qu'elle existait. Les pièces du puzzle s'imbriquaient à une vitesse vertigineuse. Le code incassable n'était pas un code, c'était une langue vivante. Il l'appelait la langue des montagnes muettes, dit Clara d'une voix posée. Il disait que les montagnes l'avaient enseignée aux premiers hommes et qu'ils l'avaient transmise en secret. Il était stationné près d'un village. Une vieille femme, l'une des dernières anciennes, a vu quelque chose en lui. Elle lui a appris. Il disait que c'était la seule chose qui avait empêché son cœur de geler dans ce froid. Un long silence tomba sur la pièce, lourd et respectueux. Tous mesuraient le poids de ces mots. La tablette n'était pas un artefact mésopotamien, c'était une relique du XXe siècle. Ce n'était pas un poème mythique, mais un message, écrit dans une langue d'image et d'esprit par un soldat. « Peux-tu lire le reste ?» demanda doucement M. d'Avernois. Clara acquiesça. « Il faut faire venir la tablette », proposa Thorel, déjà en route vers la porte. « Non, attends, elle est trop fragile », répliqua Vance. « Fais projeter les scans haute résolution sur l'écran ici. » Pendant que le docteur Thorel s'empressait d'organiser cela, Hélène regardait sa fille comme si elle la voyait pour la première fois. Le monde secret qu'elle partageait avec son père n'était pas un jeu d'enfant. C'était réel, un fragment d'histoire que ces gens savants tentaient désespérément de comprendre. Les histoires, les mots étranges, les symboles griffonnés sur des bouts de papier, tout cela était vrai. « Il ne m'a jamais rien dit », murmura Hélène, les larmes montant. « Il a porté tout cela en lui, sans jamais me le confier. »« Il ne voulait pas te faire porter ce poids, maman, » répondit doucement Clara, lui serrant la main. « Il disait que certains souvenirs sont trop lourds pour être partagés. Il m'a juste laissé les plus beaux morceaux, les histoires. » Quelques instants plus tard, Thorel revint. Le grand écran mural s'alluma, révélant la tablette en haute définition,
chaque symbole brillant d'une netteté presque surnaturelle. Tous les regards se tournèrent envers Clara. L'attente était immense, mais elle n'avait plus peur. Elle se sentait à sa place. C'était pour ce moment, sans le savoir, que Papy Simon l'avait préparé. Elle se leva, s'approcha de l'écran et fit glisser son doigt le long des lignes gravées. « Cela commence ici, dit-elle. C'est une lettre. » Puis elle se mit à traduire, la voix claire et assurée. Elle ne se contentait pas de lire les mots. Elle faisait revivre l'esprit qui les avait inspirés. L'austère salle de conférence sembla s'effacer, remplacée par un paysage balayé par le vent et la neige, celui d'une guerre oubliée. « À celui qui trouvera ceci, » commença Clara d'un ton grave, presque chanté. « Que ces mots soient mon témoin. L'hiver a pris notre feu, mais pas notre âme. Le faucon du soleil a volé vers le sud pour la dernière fois. Nous sommes peu désormais. Le vent murmure les noms de nos frères tombés. » Elle fit une pause, suivant du doigt la ligne suivante. « Le sergent Peters est tombé quand le lion des neiges a rugi. » Elle leva les yeux. Cela veut dire qu'il est mort dans une avalanche. Il n'avait pas de mot pour avalanche. Alors, il la décrivait par le son qu'elle faisait. La professeure Vance écrivait frénétiquement dans son carnet, son expression oscillant entre rigueur académique et émotion pure. Torrel, lui, restait immobile, fasciné. Le caporal Shin, continua Clara. Son fil d'esprit a été tranché par le fong brillant, une éclatante blessure d'éclat d'obus. Cette langue n'a pas de mots pour les armes modernes. Tout y est décrit à travers la nature. Sa voix ne tremblait pas. Elle poursuivit la traduction, une litanie de pertes et de courage. La tablette n'était pas un texte sacré, mais un mémorial, le dernier message de l'unité perdue du capitaine Simon Morel. Le texte détaillait leurs derniers combats, leurs vivres qui s'amenuisaient et leurs résolutions inébranlables. Il était empreint de tristesse, mais aussi d'une paix profonde et d'une acceptation digne. Clara arriva aux dernières lignes, sa voix s'adoucissant. « Nous laissons nos histoires au cœur de la pierre pour que la montagne puisse rêver de nous. Dites à ma famille que je suis parti marcher dans les montagnes silencieuses, là où dorment les rivières du souvenir. Ne pleurez pas. Le devoir d'un soldat s'achève, mais son esprit retourne à la terre qui l'a protégé. » Elle baissa les yeux vers le dernier symbole, une marque simple, élégante, gravée tout au bas de la tablette. Une larme glissa le long de sa joue. « Qu'est-ce que c'est, Clara ?» demanda doucement la professeure Vance. « C'est sa signature, » murmura-t-elle. « Simon, celui qui écoute les moineaux, c'est ainsi que l'ancienne l'appelait. C'était son nom dans leur langue. » Elle leva les yeux vers sa mère. « Il m'appelait mon petit moineau. » Hélène pleurait à présent ouvertement, des larmes silencieuses de chagrin et de fierté roulant sur ses joues. En cet instant, son père n'était plus seulement l'homme silencieux et hanté de son enfance. Il devenait un héros, un poète, le gardien d'un savoir sacré transmis à sa petite-fille. Monsieur d'Avernois, homme pragmatique d'affaires et de philanthropie, se racla la gorge, les yeux brillants d'une émotion qu'il tenta en vain de dissimuler. « C'est la découverte la plus extraordinaire de toute l'histoire de ce symposium, » dit-il, la voix épaisse. « Ce n'est pas simplement une nouvelle langue, c'est une fenêtre sur un pan, oublié de notre histoire. C'est un hommage aux soldats qui ont combattu une guerre que nous avons presque effacée de nos mémoires. » Il posa sur Clara un regard rempli de respect. « Mademoiselle, ce que vous avez fait ce soir dépasse une simple traduction. Vous avez rendu leur voix à ces hommes. » À ce moment, la porte s'ouvrit. Le docteur Finchard se tenait là, le visage fermé, impassible. Il avait clairement écouté depuis le couloir. Les sons de son monde qui s'effondrait n'avaient pas été audibles depuis la salle de bal. Mais dans le silence du couloir, ils avaient dû résonner comme un tonnerre.
Il n'était pas venu pour contester ni pour railler. Il était venu, semblait-il, pour constater la confirmation finale de sa propre insignifiance dans cette affaire. Son regard se posa sur Clara, sur la larme qui brillait sur sa joue, sur la sagesse ancienne qui habitait ses jeunes yeux. Il vit aussi les visages émus de ses collègues, et celui, marqué de larmes, de la femme de chambre qu'il n'avait même pas remarqué 1 heure plus tôt. À cet instant, il n'était plus le polyglotte célébré, ni le grand savant qu'il croyait être. Il n'était qu'un homme, aveuglé par sa propre suffisance, incapable de voir la vérité simple qui se tenait devant lui. Cette langue, dit-il enfin, la voix dépourvue de son assurance habituelle. Elle est magnifique. Ce fut le plus proche qu'il put s'approcher d'une excuse, un aveu de défaite, mais aussi une déclaration d'admiration sincère. La professeure Vance se tourna vers lui. « Alain, dit-elle d'un ton dépourvu de dureté, nous avons du travail, nous avons une histoire à réécrire. » Elle posa une main sur l'épaule de Clara et ajouta « Et je crois que nous avons trouvé notre conférencière principale. » Les yeux de Clara s'agrandirent. « Moi? Parler? Devant tous ces gens? » Mais en regardant autour d'elle, les visages emplis de gratitude et de respect, elle sentit naître en elle une force nouvelle. C'était la force de son grand-père, l'héritage des montagnes silencieuses et le pouvoir des mots qui avaient attendu des décennies avant d'être entendus. Sa mère serra sa main, son étreinte désormais ferme de fierté, non plus de peur. Pour la première fois de la soirée, Clara se sentit pleinement visible et prête à raconter l'histoire de son grand-père. La grande salle de bal avait été réaménagée. Sur la scène, un unique pupitre se dressait, baigné d'une lumière douce et isolée. L'écran géant derrière lui n'était plus une source de frustration académique, mais une toile sacrée où s'affichaient les mots silencieux et puissants de la tablette. Monsieur d'Avernois avait insisté. « Le monde doit entendre cela », avait-il déclaré avec ferveur. Et il doit l'entendre de la seule personne capable de lui donner voix. Clara se tenait dans les coulisses, sa mère ajustant nerveusement le col de sa simple robe noire. Le tablier avait disparu, symbole d'une vie abandonnée en 1 heure à peine. Les mains d'Hélène tremblaient toujours, mais cette fois d'une fierté vibrante. « Tu es sûre de vouloir faire cela, ma chérie ?» murmura-t-elle, les yeux cherchant ceux de Clara. « Tu n'as pas à le faire si tu ne veux pas. » Clara regarda la mer de visages qui emplissait la salle. La pièce était comble, bien plus qu'avant. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre dans l'hôtel. Des journalistes et des reporters, venus pour une annonce universitaire, se pressèrent maintenant au fond, caméra prête, devinant une histoire d'une portée humaine exceptionnelle. Elle aperçut le docteur Taurel au premier rang, son carnet ouvert, le visage empreint d'un profond respect. Elle aperçut la professeure Vance, qui lui adressa un léger signe de tête plein de confiance. Même le docteur Finchard, assis sur le côté, paraissait transformé. Il n'était plus le centre de l'attention, mais un homme plus humble, plus humain. « Grand-père Simon voudrait qu'il sache », dit Clara d'une voix calme mais assurée. « Il a tout écrit pour qu'il ne soit pas oublié. » Hélène la serra fort contre elle. « Il serait tellement, tellement fier de toi, Clara. Et moi aussi, je le suis. » Monsieur d'Avernois monta sur scène et s'avança vers le pupitre pour présenter l'oratrice inattendue. Sa voix résonna dans la salle, grave et solennelle, apportant à la soirée une profondeur qu'elle n'avait pas encore connue. Il ne mentionna ni le docteur Finchard, ni le but initial du symposium. À la place, il parla des héros oubliés, des sacrifices de la guerre, et d'une page d'histoire perdue dans la glace et la neige des îles Élusiennes. Ce soir, conclut-il, la voix vibrante d'émotion, cette histoire nous a été rendue. Et ce n'est pas un savant renommé qui nous l'apporte, mais une jeune fille,
portant dans son cœur un héritage précieux. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense honneur de vous présenter Mademoiselle Clara Morel. Une vague d'applaudissements sincères et chaleureux emplit la salle tandis que Clara montait sur scène. Elle sentit des centaines de regards posés sur elle, mais son attention resta fixée sur l'image de la tablette projetée derrière le pupitre. Les symboles anguleux lui semblaient presque familiers, apaisants, le dernier lien tangible avec son grand-père. Elle prit une profonde inspiration, serrant dans ses mains le petit recueil de poésie usée que sa mère lui avait glissé pour lui donner du courage. Elle ne commença pas par une explication académique. Elle commença par une histoire. Mon grand-père ne parlait pas beaucoup de la guerre, dit-elle, sa voix amplifiée par le micro, mais toujours douce et intime. Mais il parlait du froid. Il disait que c'était une chose vivante, une bête qui voulait vous voler votre souffle et vos souvenirs. Il disait que la seule façon de la combattre, c'était avec des histoires. Les mots étaient leur feu, leur nourriture, leur seule chaleur. Elle raconta les histoires que son grand-père lui avait transmises. Non pas celles de bataille ou de violence, mais celles des petits moments d'humanité qui avaient survécu dans les conditions les plus dures. Elle parla de ces hommes de son unité, un groupe hétéroclite de soldats venus de tous les coins du pays, qui avaient appris la langue secrète auprès de l'ancienne Élusienne. Cette langue était devenue bien plus qu'un code. Elle était devenue leur lien, un monde partagé que ni leurs ennemis, ni même leurs supérieurs ne pouvaient pénétrer. Cette langue n'a pas de mot pour soldat, expliqua Clara en désignant l'écran. Le mot le plus proche est Kinteri, ce qui signifie « celui qui se tient entre le village et le vent hurlant ». Leur devoir n'était pas de combattre. Il était de protéger. Tout ce qu'ils voyaient, tout ce qu'ils faisaient, ils le comprenaient à travers cette langue, une langue de nature et d'esprit. Elle guida alors le public ligne par ligne, comme elle l'avait fait dans la salle de conférence, mais cette fois en enrichissant ses explications des récits que son grand-père lui avait confiés. Elle expliqua que le lion des neiges, qui avait tué le sergent Peters, n'était pas une simple avalanche, mais une avalanche récurrente sur un col traître, que les hommes avaient personnifié comme un prédateur affamé. Le fong brillant qui avait blessé le caporal Shin n'était pas un mot abstrait. Il désignait un type précis d'obus de mortier dont les éclats brillaient au soleil arctique avant de tomber. Chaque traduction devenait une touche de pinceau vivante, peignant le tableau de la vie et de la mort sur un front oublié. Le public était captivé, suspendu à ces mots. On n'entendait rien d'autre que la voix claire de Clara et le grattement discret des plumes des journalistes. Le docteur Finchard restait immobile, le visage traversé d'un mélange complexe de regrets et de fascination intellectuelle. Il assistait à la naissance d'un nouveau champ d'études, un qu'il avait manqué parce qu'il avait cherché la grammaire au lieu de chercher l'âme. Ce passage-ci, dit Clara en désignant un bloc dense de texte au centre de la tablette. C'est là que mon grand-père énumère les hommes qui sont tombés. Mais il ne se contente pas de citer leurs noms. Il écrit un petit poème pour chacun, un souvenir pour honorer leur esprit. Elle commença à les lire, la voix tremblante, sous le poids d'un deuil oublié. Soldat David Shin. Son rire était une guirlande de clochettes de cuivre. Le vent se souvient de leur chanson. Sergent Michel Peters. Il se tenait aussi ferme que l'échine de la montagne. À présent, il dort dans son cœur. Caporal Elias Vance. Ces histoires étaient une couverture chaude dans la nuit sans fin. Nous nous enveloppons dans leur mémoire. Au premier rang, la professeure Éléonore Vance laissa échapper un petit cri étouffé. Sa main se porta à sa bouche, ses yeux s'écarquillant de stupeur. Elias Vance, c'était le nom de son propre grand-père. Il avait été déclaré disparu pendant la campagne des îles Élusiennes en 1943.
Son corps n'avait jamais été retrouvé. Toute sa vie, la professeure Éléonore Vance n'avait connu son grand-père qu'à travers une vieille photographie jaunie posée sur la cheminée de sa grand-mère. Un jeune homme beau et fier dans un uniforme, un fantôme dans l'histoire familiale. Des larmes coulaient sur son visage tandis que Clara continuait à lire. C'était un message dans une bouteille, un adieu venu d'un autre temps, parvenu 70 ans plus tard à travers la voix d'une fillette de 12 ans. Toute sa carrière avait été consacrée à l'étude des langues mortes, à la reconstruction minutieuse d'histoires oubliées. Jamais elle n'aurait imaginé que sa propre histoire dormait sur un fragment de pierre, attendant simplement que quelqu'un sache la lire. Clara conclut sa présentation par les dernières lignes bouleversantes de la lettre de son grand-père. Elle prononça sa signature. Simon, celui qui écoute les moineaux, puis leva les yeux vers la salle, les siens embués de larmes. « Mon grand-père est revenu de la guerre, » dit-elle d'une voix tremblante. Mais une partie de lui n'a jamais quitté les montagnes silencieuses. Il m'a appris cette langue pour que les histoires de ses frères, les hommes qu'il aimait, ne soient jamais perdues. Il voulait que la montagne rêve d'eux. Et ce soir, grâce à vous tous, le monde entier peut rêver d'eux aussi. Elle recula d'un pas du pupitre. Un silence profond tomba sur la salle, un silence sacré, celui qui suit une vérité partagée, une communion humaine qui dépasse le temps et l'espace. Puis, lentement, l'applaudissement commença. Un seul claquement d'abord, celui de la professeure Vance, debout, le visage inondé de larmes, témoin vivant d'une histoire familiale retrouvée. Un autre applaudit, puis un autre, jusqu'à ce que toute la salle se lève, que le tonnerre des mains devienne une ovation. Ce n'était pas l'applaudissement d'une découverte scientifique, c'était un hommage, un remerciement. Pour Clara, pour son grand-père, et pour les soldats perdus de la campagne des îles Aleutiennes, dont les esprits venaient enfin de rentrer chez eux. Dans le tumulte qui suivit, Clara fut submergée. Les journalistes se pressaient autour de la scène, tendant micro et caméra comme une forêt de métal et de lumière. Monsieur Davernois et plusieurs agents de sécurité de l'hôtel formèrent un cercle protecteur autour de Clara et de sa mère, les guidant jusqu'à la quiétude de la salle de conférence. La professeure Vance les rejoignit, les yeux rouges mais brillants, d'une joie pure et intense. « Tu m'as fait un cadeau inestimable, Clara, » dit-elle en prenant les mains de la jeune fille entre les siennes. « Tu m'as rendu mon grand-père. » Elle expliqua qu'Elias Vance avait été écrivain et poète avant la guerre. La description gravée sur la tablette, ces histoires étaient une couverture chaude dans la nuit sans fin, correspondait parfaitement à l'homme qu'elle connaissait à travers les souvenirs de sa grand-mère, ramené à la vie avec une précision déchirante. Le docteur Torrel entra à son tour, le visage rougi d'excitation. « La nouvelle circule déjà sur les réseaux », s'exclama-t-il en brandissant son téléphone. Ils appelaient ça le code du moineau. Les implications historiques sont immenses. Cela change tout ce que nous pensions savoir sur la cryptographie du théâtre du Pacifique. Hélène Morel resta un moment assise, abasourdie, tentant d'assimiler le bouleversement colossal qui venait de s'abattre sur sa vie. 1 heure plus tôt, elle n'était qu'une employée, inquiète pour son emploi. Désormais, elle était la mère d'une enfant qui venait de réécrire l'histoire. Elle regarda Clara, qui faisait face à l'attention soudaine avec un calme et une maturité étonnants. L'invisibilité qu'Hélène avait tant cherchée pour elle s'était évanouie à jamais. À sa place, brillait un projecteur, à la fois effrayant et magnifique. La porte s'ouvrit de nouveau. Le docteur Finchard entra. La pièce se tut aussitôt. Il paraissait épuisé, le visage creusé, son arrogance d'autrefois entièrement dissipée. Il ne regarda ni ses collègues, ni les journalistes, seulement Clara. « Mademoiselle Morel, » dit-il d'une voix rauque, « Je suis venu présenter mes excuses les plus sincères.
Ce que j'ai fait tout à l'heure, mon comportement, était impardonnable. Il est né de l'orgueil et de l'ignorance. On m'a présenté une vérité que je n'étais pas capable de comprendre, et j'y ai répondu par la cruauté. Il n'y a aucune excuse à cela. Il reprit son souffle, les mains tremblantes. Votre savoir, l'héritage de votre grand-père, est un trésor. J'espère qu'avec le temps, vous pourrez pardonner ma cécité professionnelle et ma faiblesse humaine. Clara le regarda, cet homme qui avait cherché à l'humilier. Elle ne vit pas un monstre, mais un être brisé, éclairé par une vérité qu'il ne pouvait nier. Elle se souvint de ce que son grand-père lui disait souvent. L'homme intelligent sait ce qu'il sait. L'homme sage sait ce qu'il ignore. Ce soir-là, le docteur Fincher apprenait la sagesse. « Merci », répondit-elle simplement. Son pardon était discret, mais total. Le reste de la soirée se déroula dans un flou d'annonces et de décisions historiques. Monsieur d'Avernois proclama la création du prix Simon Morel, une bourse destinée à l'étude des langues menacées avec Clara et la professeure Vance comme ses premières dirigeantes. La tablette de pierre, prêtée anonymement par un collectionneur privé, allait être donnée aux Archives nationales, où elle serait exposée comme un trésor national. Les autorités gouvernementales avaient déjà pris contact, demandant l'accès à la traduction afin d'envisager la déclassification des dossiers militaires correspondants. La professeure Vance, aidée de Clara, allait diriger le projet. Un nouveau chapitre de l'histoire américaine était en train de s'écrire, et l'auteur en chef en avait 12 ans. Tard dans la nuit, bien après la dispersion de la foule et le retour au silence de la salle de bal, Clara et sa mère furent escortées jusqu'à la suite présidentielle de l'hôtel, gracieusement offerte par un monsieur d'Avernois reconnaissant. C'était un autre monde, loin de leur petit appartement de l'autre côté de la ville. De vastes pièces, des tapis moelleux, une vue panoramique sur les lumières de Paris. Clara se tint près de la fenêtre, contemplant les lumières lointaines. Dans sa main, elle serrait le petit recueil de poésie de son grand-père. En une seule soirée, sa vie avait changé à jamais. Elle n'était plus simplement la fille d'une femme de chambre. Elle était la fille qui parlait la langue des montagnes silencieuses, la gardienne du code du moineau. Hélène vint se placer à ses côtés et passa un bras autour de ses épaules. « À quoi penses-tu, ma chérie? »« À Papy Simon, » répondit Clara d'une voix douce. « Je crois qu'il est enfin en paix. Ses frères ne sont plus perdus. » Hélène la serra fort contre elle, le cœur débordant d'amour et de fierté, à en pleurer. Le monde avait toujours vu sa fille comme une servante, une ombre dans les couloirs du pouvoir et du savoir. Mais dans ses veines coulait le sang d'un héros, et dans son cœur battait l'âme d'un poète. La langue oubliée n'avait pas seulement révélé une page perdue de l'histoire. Elle avait ouvert la porte à l'avenir de Clara. Les plus grands esprits du monde étaient restés aveugles, mais la fillette qui servait le thé dans un coin avait tout vu. Elle avait écouté les moineaux, et en les écoutant, elle avait appris à l'humanité à entendre leurs chants. L'héritage d'un héros que tous avaient oublié devenait désormais une histoire qu'on ne perdrait jamais plus. 6 mois plus tard, les cerisiers étaient en pleine floraison à Paris, leurs pétales roses et blancs tombant comme de la neige sous la brise douce du printemps. Depuis la fenêtre de son nouveau bureau aux Archives nationales, Clara observait les fleurs recouvrant les rives du bassin des marais. Un symbole éclatant de renouveau. Il s'était écoulé 6 mois depuis la nuit du symposium. 6 mois qui avaient changé sa vie. Son bureau n'était pas grand, mais c'était le sien. Il était rempli de livres sur la linguistique et l'histoire militaire, de cartes des îles Aleutiennes et de photographies haute résolution de la Pierre Morel, désormais célèbre dans le monde entier. Sur la porte, une plaque indiquait « Clara Morel, chercheuse associée, projet spécial sur les langues codées autochtones ». Le titre lui paraissait encore un peu irréel,
comme un costume trop grand. Mais la responsabilité, elle, lui allait parfaitement. La professeure Vance, désormais Éléonore, comme elle insistait pour qu'on l'appelle, passa la tête par la porte, le visage rayonnant d'enthousiasme. « Elles sont arrivées, Clara. Le premier lot de dossiers déclassifiés vient d'être livré par le département de la Défense. » Un camion entier. Le cœur de Clara fit un bond familier. C'était le centre de leur travail désormais. Guidé par la traduction de la Pierre Morel, le gouvernement avait commencé le lent et laborieux processus de dévoilement des archives de l'unité du capitaine Simon Morel. Chaque dossier était un fragment d'un puzzle vieux, de 70 ans, un fantôme retrouvant sa voix. Elles passèrent le reste de la journée dans la salle de recherche principale, entourée de piles de chemises Manila marquées d'un large cachet rouge, top secret désormais rayé. L'air sentait le papier ancien et l'histoire. Pendant des heures, elles étudièrent des rapports d'opération, des lettres censurées et des photos de reconnaissance effacées par le temps. Grâce à la Pierre Morel, leur Rosetta Stone, elles pouvaient enfin comprendre les communications codées qui avaient défié les analystes pendant des décennies. Un rapport de 1943, autrefois un charabia incompréhensible, se lisait maintenant comme un message clair et urgent. Le lion des neiges rugit sur le col de l'Ouest. Nous avons perdu 3 hommes. Envoyez les canoës du ciel avec le fil de guérison. Autrement dit, une avalanche a bloqué le passage. 3 pertes. Demande de parachutage de fournitures médicales. « Regarde ça », murmura Éléonore en poussant un dossier vers Clara. C'était le dossier personnel du caporal Elias Vance. À l'intérieur se trouvait une photo fanée du jeune homme de la cheminée. Glissé derrière, un petit papier plié, un poème. Il parlait du paysage rude et magnifique qu'il avait tant aimé. C'était un effet personnel, renvoyé avec son dossier, mais dont la signification avait échappé aux archivistes. Éléonore lut le poème, les larmes aux yeux. Un autre fragment de son grand-père venait de lui revenir, arraché aux brumes du temps. Clara trouva à son tour le dossier de son grand-père. À l'intérieur, elle découvrit le rapport officiel sur les derniers jours de son unité, un compte-rendu froid et administratif, en contraste saisissant avec le mémorial poétique gravé sur la tablette de pierre. Mais il y avait aussi une lettre adressée à ses parents, les arrière-grands-parents de Clara, jamais envoyée, car interceptée par la censure militaire. « Dites à tout le monde que je vais bien. Le travail ici est difficile, mais cette terre a un esprit qui entre en vous. J'ai rencontré ici un peuple qui parle la langue des montagnes. Ils m'ont beaucoup appris. J'espère rapporter leurs histoires avec moi, si le vent m'est favorable. » Il avait tenu parole. Il avait ramené ses histoires, non pas dans ses bagages, mais dans son cœur, pour ensuite les lui transmettre. En lisant ces mots tracés de sa belle écriture arrondie, Clara sentit un lien avec lui plus fort que jamais. Leur vie, en dehors des archives, avait elle aussi changé du tout au tout. Elle vivait désormais dans une maison de ville, confortable, à Georgetown, à des années-lumière de leur ancien petit appartement exigu. Hélène Morel avait quitté son emploi à l'hôtel dès le soir du symposium. Elle n'avait plus besoin d'être invisible. Elle était à présent la manager fière de la carrière de sa fille, gérant les demandes de presse, organisant les interviews et protégeant farouchement Clara de l'éclat aveuglant des médias. L'histoire du Code du Moineau avait conquis l'imagination du monde entier. Le récit d'une guerre oubliée, d'une langue secrète, d'un héros disparu et de la petite fille qui avait tout révélé. Clara était devenue, malgré elle, une célébrité. Elle avait fait la couverture de magazines, parlé à la télévision nationale, et dans les écoles, on ajoutait déjà des chapitres sur la campagne des îles Aleutiennes dans les manuels d'histoire. Les familles des autres soldats de l'unité du capitaine Morel avaient pris contact
exprimant leur gratitude d'avoir enfin appris la vérité sur les derniers jours de leurs proches. Mais pour Clara, le plus important dans cette nouvelle vie, c'était la bourse Simon Morel. Le lendemain aurait lieu la toute première réunion du comité de sélection. Des centaines de candidatures affluaient déjà du monde entier, linguistes, anthropologues, historiens, tous proposant des projets pour préserver les langues en danger, des dialectes de l'Amazonie aux dernières langues polynésiennes. La réunion se tint dans la grande salle du conseil de la Fondation d'Avernois. Clara siégeait en bout de table, entourée d'Éléonore, de M. d'Avernois et d'un panel d'universitaires éminents, dont un docteur Fenchard méconnaissable, humble et profondément respectueux. Devenu l'un des plus fervents soutiens du projet, il avait remplacé son arrogance d'autrefois par une passion sincère. Il avait compris que l'étude des langues ne consistait pas à collectionner des savoirs, mais à préserver les âmes culturelles de l'humanité. Au fil de l'examen des propositions, Clara écoutait avec une sagesse bien au-delà de ses 13 ans. Elle ne jugeait pas seulement la valeur académique, mais la chaleur humaine de chaque projet. Elle défendit avec ferveur la candidature d'une jeune femme, souhaitant vivre auprès des 2 derniers locuteurs d'un dialecte nomade sibérien, non pour en analyser la grammaire, mais pour enregistrer leurs chants, leurs contes, leurs rêves. Les langues ne sont pas de simples listes de mots, dit Clara d'une voix claire, résonnant comme un écho des leçons de son grand-père. Elles sont une manière de voir le monde. Quand une langue meurt, une vision du monde disparaît avec elle. Il faut sauver les images, pas seulement les mots. Le docteur Finchard hocha la tête avec conviction. Mademoiselle Morel a tout à fait raison, ajouta-t-il d'un ton empreint d'humilité. Nous devons financer des projets qui capturent l'esprit d'une langue, sa poésie, son humour, son âme. Un dictionnaire sans récit n'est qu'une liste d'os sans corps. Le comité approuva, finançant non seulement le projet sibérien, mais aussi la création d'une archive numérique, des récits oraux d'une langue côtière en voie de disparition en Irlande. Plus tard, après la réunion, Clara se promena avec sa mère le long du bassin réfléchissant du ministère de la Défense. Le monument de Paris se dressait, mince et blanc, sur le ciel crépusculaire, teinté de bleu profond. « C'était une belle journée », dit Hélène en serrant la main de sa fille. « Tous ces gens venus du monde entier pour t'écouter, c'est encore difficile à croire. » « C'est Papy Simon qui a fait la belle chose », corrigea doucement Clara. « Moi, je ne suis que sa messagère. »« Tu es bien plus que ça, ma chérie, » répondit Hélène en s'arrêtant pour la regarder droit dans les yeux. « Tu es son héritage. Tu as offert un foyer à ses mots. » Elles restèrent un moment silencieuses, à regarder les lumières de la ville danser sur l'eau. Les 6 derniers mois avaient été un tourbillon, une ascension fulgurante, du néant à la reconnaissance mondiale. Mais dans la quiétude du soir, Clara ressentait une paix profonde, celle qu'éprouve une âme qui a accompli la promesse de ceux qui l'ont précédée. Elle n'était plus simplement la fille de la femme de chambre, ni seulement la fillette qui avait bouleversé le monde. Elle était Clara Morel, la petite fille de Simon, celui qui écoute les moineaux. Elle avait trouvé sa propre voie en donnant la parole au passé. Et au plus profond de son âme, elle savait avec une certitude paisible que son œuvre, celle de son grand-père, ne faisait que commencer. Les montagnes silencieuses avaient livré leurs secrets. Et désormais, le monde était enfin prêt à les écouter. Et c'est ici que nous allons conclure cette histoire, pour l'instant. Chaque fois que je vous en raconte une, j'espère qu'elle vous offre un moment pour vous évader du quotidien, pour laisser votre esprit voyager un peu. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous faisiez en m'écoutant. Peut-être que vous vous détendiez après le travail, que vous conduisiez de nuit, ou que vous profitiez d'un instant de calme avant de dormir. Partagez-le en commentaire, cela me touche toujours de vous lire. Et si vous voulez être sûr que nos chemins se recroisent,
Un simple j'aime ou un abonnement fait une énorme différence. Nous cherchons sans cesse à améliorer nos récits. Alors n'hésitez pas à nous laisser aussi vos impressions et suggestions. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.